Chers amis, bonjour et bienvenue à notre 22e conférence. 22e. Alors cette fois, c'est sur le thème la biodiversité, une alliée méconnue. Voilà, alors c'est avec plaisir que nous accueillons quelques-unes de nos personnes invitées, des invités de marque. Donc Stéphanie Ortola, adjointe au maire sur les questions de l'urbanisme et cadre de vie et déplacement, une lourde tâche, mais passionnante quand même. En tout cas, on est toujours très heureux de vous accueillir, chère Stéphanie, et vous êtes ici chez vous, puisque c'est pas la première fois, donc voilà, bienvenue à vous. Et puis Monsieur Nicolas Lejeune, qui est donc le nouveau directeur de l'agence du Crédit Agricole de Gradignan. Mille merci d'être venu aussi, et en tout cas c'est la première fois, mais on espère pas la dernière. Voilà, bienvenue et merci aussi pour votre soutien fort, que ce soit le Crédit Agricole ou la mairie qui nous prête gracieusement cette belle salle de Saint-Géry. Maintenant vous la connaissez, certains d'entre vous la connaissent depuis des années, mais là pour les nouveaux, eh bien, ils découvrent cette salle, donc la prochaine fois, vous pourrez venir les yeux bandés. Voilà, notre ami, monsieur Olivier Le Gall. Bienvenue, cher Olivier. Olivier qui est aussi un habitué, je dirais maintenant, de notre association, puisque Olivier nous a parlé au cours de 2 interventions sur la science, pourquoi suscite de l'inquiétude, et puis sur l'hécatombe des dinosaures, enfin des oiseaux. Bon, Alain, on est d'accord. Alors, merci, cher Olivier, d'être venu là, autant en tant que conférencier que auditeur. Olivier, donc, est l'ancien directeur général aux affaires scientifiques de l'INRAE, et puis qui est président de l'Office français de l'intégrité scientifique et responsable de la LPO Aquitaine. Et puis, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Christophe Albaran. Et bienvenue à vous. Merci donc d'avoir accepté de venir nous parler de ce thème qui vous tient tellement à cœur, la biodiversité, cet allié méconnu. Alors, c'est avec plaisir, cher public, que je vous le présente. Et nous sommes en tout cas très heureux de vous recevoir à Culture et Société. Alors, écologue de formation de l'Université de Bordeaux, vous êtes titulaire d'une maîtrise en écologie et d'un DEA sur les interactions entre développement et environnement géographique tropical. C'était, je crois bien, à l'île Maurice que vous avez Tout à fait. Travaillé. Et vous êtes en outre titulaire d'un certificat international d'écologie humaine. Vous êtes expert en environnement donc et développement durable et spécialiste de la communication. Et vous avez une longue expérience dans l'accompagnement des décideurs publics et privés sur les questions de RCE, alors c'est responsabilité sociétale des entreprises, voilà, et puis QSE, qualité, sécurité environnementale. Alors, c'est la première fois que vous venez en tant que orateur, mais pas en tant que personne citoyenne, puisque vous êtes venu il y a quelques mois. Quelques-unes de nos conférences, c'était à l'auditorium. Alors, à ce titre, donc, vous avez occupé plusieurs postes à responsabilité, co-directeur de l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, et vos missions portaient principalement sur la promotion de la biodiversité et la création des synergies entre les acteurs du développement soutenable. Alors, directeur général d'un bureau d'études environnement Ecotom, cela vous a valu en 1997 d'être lauréat de la première promotion d'Aquitaine Entreprendre pour la création donc de cette entreprise Ecotom. Vous êtes aussi expert judiciaire
auprès de la Cour d'appel de Bordeaux et de 2000 à 2015, vous êtes membre de la commission environnement MEDEF Gironde. Alors, vous avez été membre aussi du jury des premiers trophées RCE, que vous savez ce que c'est maintenant, et RCO en Nouvelle-Aquitaine. Acteur infatigable, depuis plus de 20 ans, vous assurez en tant que dirigeant la promotion du développement durable, notamment au Centre des jeunes dirigeants et l'animation de conférences. Conférencier donc, mais aussi écrivain. Vous avez publié dernièrement le développement durable, mythe ou nécessité aux éditions L'Harmattan. Alors, ce livre est disponible à notre stand au fond de la salle, grâce à la mairie Mola, et moyennant la modique somme de 17 €. Je m'excuse de préciser ça parce qu'il y a des chers amis, il y a quelque temps, ils se sont servis généreusement sur notre stand, ont pris quelques livres et ils ont cru que c'était gratuit et donc on a dû bien payer à leur place. Donc voilà, c'est un bel ouvrage et pour la modique somme de 17 €. Voilà. Ça vaut le coup, ça vaut une belle pizza. Hein. Donc, mais on enrichit l'esprit comme ça. Alors, votre conviction, il faut donner envie de s'engager en faveur du développement durable. C'est donc avec plaisir, cher monsieur Albaran, que nous désirons cette fois vous écouter pendant une petite heure. Et à l'issue de votre intervention, nous aurons une demi-heure environ pour permettre à notre cher public de poser quelques questions qui lui tiennent à cœur, n'est-ce pas? Alors, nous aurons à la fin de notre rencontre quelques infos et nous finirons avec quelques rafraîchissants au fond de la salle. Cher monsieur Albaran, je vous laisse la parole et merci encore une fois. Merci monsieur le Président. Donc, bonjour à toutes et tous. La biodiversité, elle est devant nous. Nous la voyons tous les jours, y compris nous, les urbains. Nous la voyons tous les jours. Elle est devant nous. Et pourtant, les rapports scientifiques nous alertent sur son déclin sans qu'il ne se passe grand-chose. Et pourtant, nous ne comprenons pas à quel point elle est vitale pour l'humanité. Encore méconnue, et pourtant, c'est pour ça que je vous ai invité à regarder ce tableau avant, et pourtant, en place bien avant l'apparition de l'homme sur Terre. Encore méconnue, car les enjeux du changement climatique lui font un petit peu d'ombre. La bonne nouvelle, c'est que la biodiversité est une alliée efficace qui travaille gratuitement. Oui, monsieur le directeur du Crédit Agricole, c'est un allié gratuit. Nous allons découvrir à travers un survol d'une petite heure cet allié. Il s'agit d'un survol, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir quelques pistes. Je vous proposerai des solutions pour aller plus loin, et notamment, ça ne surprendra pas Olivier, Le Gall ici présent, peut-être vous conseiller d'aller lire certaines publications de la LPO, de l'Office français de la biodiversité. Avant de commencer, juste un petit clin d'œil à un personnage que nous aimons tous, qui a eu le mauvais goût de nous quitter hier, Hubert Reeves, président d'Humanité et Biodiversité, plus connu dans le grand public en qualité d'astrophysicien. Et c'est aussi pour lui, et en hommage à ce grand homme, que je vous ai proposé le petit tableau qui est sous vos yeux. Voilà. Donc il s'agira d'un survol, parce qu'en moins d'une heure,
avoir la prétention de tout comprendre dans la biodiversité, ça serait un sacré challenge. Soit vous êtes un public hors pair, et Monsieur le Président, chapeau bas, soit le sujet est finalement très simple et vous n'avez aucun mérite, mais d'une façon plus sérieuse, en 1 heure, nous n'irons pas au bout des choses. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez introduit en parlant de ce rapport viscéral que j'ai à la biodiversité, au développement durable, pardon. Le développement durable, assurément, nous devons l'aborder tout de suite en introduction, pas pour nous égarer, mais pour mieux comprendre où nous allons. Toutes et tous ici avaient vraisemblablement entendu parler du Club de Rome. C'était en 1968. Nous étions jeunes et apparaissait une vraie bonne question. La bonne question que le Club de Rome a posée au MIT, y a-t-il des limites à la croissance? Alors le MIT, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont eu le plaisir de voyager dans leur vie professionnelle, le MIT, a priori, c'est pas un repère de gauchistes ou d'idéalistes, c'est une école d'ingénieurs de très très haut niveau, et ils ont fait travailler des modèles mathématiques. En 68, ce Club de Rome se pose vraiment la question parce que déjà, en 1968, il y avait des choses qui paraissaient quand même un petit peu anormales. Je dis bien déjà. Et ce Club de Rome, donc, dit au MIT, répondait à la question suivante: quelles sont les limites à la croissance? Ils font tourner leur modèle mathématique et ils nous annoncent en 1972, parce qu'ils ont quand même passé 2 ans à collecter et à faire tourner un modèle mathématique, ils nous annoncent en 1972 une nouvelle absolument froide. Si on continue sur notre rythme étant l'humanité, si nous continuons sur notre rythme, en 2100, le système va s'enrayer parce que nous n'aurons plus assez de ressources, il y aura trop de pollution, la surpopulation posera de plus en plus de problèmes, et donc, en 2100, gros problème à venir. Nous sommes en 1972. Ça commence un petit peu à irriguer, diffuser dans tous les milieux de décideurs. Et le Club de Rome, qui a de la suite dans les idées, un peu comme un marathonien qui se dirait « voilà mon objectif, je sais quel est mon objectif, je tiendrai mon objectif », le Club de Rome rechallenge le MIT 40 ans plus tard, je dis bien 40 ans plus tard, et pose la même question. Et là, la réponse, qui précédemment était « on va avoir des sérieux problèmes en 2100 », la réponse « on va avoir de sérieux problèmes, mais plus en 2100 ». Est-ce que vous avez une petite idée de la date à laquelle le MIT, le Club de Rome, ce fameux rapport Meadows, nous donne l'échéance de gros problèmes si nous continuons sur notre lancée? Bien plus tôt, demain, 2030. Le MIT annonce que si nous continuons sur notre lancée, en 2030, pour les qualiticiennes et les qualiticiens qui sont dans la salle, nous allons passer en mode dégradé. C'est-à-dire que la Terre continuera à tourner, je vous rassure, mais en mode dégradé. Nous sommes en 2023, et l'année 2023 est bien entamée, donc il reste sensiblement un peu moins de 7 ans. Ça a beaucoup stimulé les responsables mondiaux, et notamment au niveau de l'ONU, et ils sont arrivés à la conclusion que si on veut éviter
le crash ou de taper trop fort le mur en 2030, il fallait que l'on se fixe des devoirs, un petit peu comme quand nous étions au lycée, des devoirs et qu'on pense à ne pas faire que les devoirs que l'on aime, comme quand on était au lycée. Tiens, je suis bon en maths, je vais faire les maths, et puis le reste... Non, non, il y a 17 devoirs à rendre. On va les commenter ensemble si vous voulez. Et sur ces 17 devoirs, si nous sommes capables de les faire en temps et en heure, on évitera le mur de 2030. Ces objectifs, ces 17 devoirs, n'ont pas été trouvés comme ça, par hasard. C'est un travail énorme au niveau de l'ONU et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle couramment les ODD, les Objectifs de développement durable. Et donc, c'est notre liste de devoirs. S'il vous plaît, on ne peut pas éteindre l'écran. Ah. Oui, si. L'autre. Super, oui. C'est parfait. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui. Merci. Donc, voilà les 17 devoirs que nous devons faire. Et sur ces 17 devoirs, si on est un petit peu rapide maintenant que la lumière s'est éteinte, si on est un petit peu rapide, on se rend compte que, s'agissant de l'environnement, il y a peu de devoirs. Et c'est heureux. Parce que si on veut sauver la biodiversité, si l'on veut sauver la planète, il ne faut pas commencer forcément par taper sur l'environnement, mais adresser un certain nombre de sujets. Sur la première ligne, il y a un sujet qui me paraît évident, et je vais vous faire réagir, vous, les hommes de la salle. Il s'agit d'un petit moment détente, vous allez voir. Il y a sur les 6 premiers devoirs quelque chose qui s'adresse potentiellement à nous, les hommes, mais pas que. C'est le 4e objectif de développement durable. Oui. Merci. Merci de cette remarque. Donc, les 17 objectifs de développement durable sont, et attention, il n'y a pas de hiérarchie. Il fallait un numéro 1, on en a mis un, mais il y a bien une logique d'ensemble. Premier objectif de développement durable, pas de pauvreté. Le deuxième, pas de faim. Et la faim et la pauvreté, ce sont 2 notions distinctes. La troisième, c'est bonne santé et bien-être. La 4e, c'est éducation de qualité. La 5e, mesdames, égalité femmes-hommes. Et ça a beaucoup d'importance pour le développement durable. La 6e, qui me navre, eau propre et assainissement. Quand je dis qu'elle me navre, savez-vous qu'à l'heure où nous nous parlons, sur la Terre, il y a plus d'humains qui ont accès à un smartphone qu'à des latrines. Nous sommes en 2023, les latrines ne sont pas encore généralisées, avec les conséquences qu'on imagine aisément sur la santé publique. 7e, quelque chose de très rigolo. Je devrais avoir normalement une critique vive d'Olivier. Énergie propre d'un coût abordable. 8e, travail décent et croissance économique. 9e, industrie, innovation et infrastructure. 10e objectif, réduction des inégalités. 11e objectif, Madame l'adjointe, ville et communauté durable. Comment repenser la ville. 12e, consommation et production responsable. 13e, tout ce qui concerne les changements climatiques. 14e objectif, vie aquatique. Première fois qu'on parle de biodiversité. 15e, vie terrestre. Deuxième fois que l'on aborde la biodiversité. 16e, le plus important aujourd'hui, qui a toujours été le plus important, mais aujourd'hui encore plus,
Paix, justice et institutions efficaces. On peut parler de biodiversité toute la journée si vous voulez. On ne sauvera pas la biodiversité si on n'adresse pas un certain nombre de sujets critiques en Ukraine, par exemple, mais pas que. Et la plus efficace des choses dans cette liste à la Prévert, c'est partenariat pour la réalisation des objectifs. Partenariat. On ne sauvera pas la biodiversité, on ne sauvera pas l'humanité des changements climatiques si on n'est pas capable de travailler, certes avec des scientifiques, mais aussi avec des économistes, avec des sociologues. Donc cette 17e petite pastille n'est pas la moindre. Je vais revenir à vous, messieurs, pour un instant de détente. Pensez-vous sérieusement que nous arriverons à sauver le rhinocéros, qui, je vous rappelle, est en voie d'extinction, si on ne travaille pas à l'éducation? Je vous rappelle que l'on tue, on détruit allègrement le rhinocéros pour sa corne qui serait, avec un joli conditionnel, qui serait réputée aphrodisiaque. Or, la corne de rhinocéros, c'est quoi? C'est de la kératine, comme vos ongles, comme nos cheveux. Ce qui veut dire que si les marchands de cette poudre ont raison, messieurs, plutôt que de tuer des rhinocéros, rongez-vous les ongles. Donc, on ne sauvera pas la biodiversité si on n'est pas capable d'adresser ces 17 objectifs de développement durable d'une façon cohérente. Et ça, c'est vraiment... Excusez-moi, si vous permettez, pouvez-vous définir ce que c'est qu'un développement durable et la biodiversité? Je vous remercie. Ça fait partie de l'exposé, mais il n'y a aucun souci. Donc, on va commencer par le commencement, le développement durable. Le développement durable a été défini par l'ONU en 1987 dans un rapport de l'ONU sur croissance et développement qui s'appelait « Notre avenir à tous ». Et Madame le Premier ministre de Norvège de l'époque définit le développement durable comme le développement qui permet de satisfaire nos besoins de notre génération sans obérer les ressources pour les générations à venir. Dit autrement, par un grand auteur que nous connaissons tous, Antoine de Saint-Exupéry, dans un joli livre, Terre des Hommes, nous propose comme définition du développement durable: nous n'héritons pas de la terre, nous l'empruntons à nos enfants. S'agissant de la biodiversité, bio c'est vivant, la biologie c'est l'étude du vivant, et donc la biodiversité c'est tout simplement l'étude de la diversité biologique, et c'est quelque chose dont nous allons juste aborder le survol. Mais si vous voulez le comparer à quelque chose d'actuel, que nous vivons dans une certaine communion, la Coupe du Monde de rugby, imaginez que parce que notre sélectionneur, un certain Fabien Galtier, qui a joué numéro 9 quand il était joueur, décide, pour affronter demain les Sudaf, de mettre que des demi de mêlée. Je vous donne le score. Si Fabien Galtier veut mettre que des numéros 9, on prend 120 points, et c'est 120-0. La biodiversité, comme la diversité dans nos structures, dans nos organisations, c'est tout simplement d'avoir des grands, des petits, des rigolos, des plus sérieux, et c'est vraiment important. Et dans la biodiversité, on retrouve ce côté complémentarité qui nous permet d'aborder tout le spectre dont nous avons besoin. Ai-je répondu, cher monsieur, à votre attente? Alors, j'ai dit en introduction que les enjeux du changement climatique faisaient parfois de l'ombre, c'est parce que je suis un petit peu taquin, je vous prie de m'en excuser, faisaient parfois de l'ombre à la biodiversité.
Si on regarde cette image, et les interactions entre changement climatique et biodiversité sont évidentes, nous nous rendons compte tout simplement que la biodiversité nous aide à pouvoir supporter et à disposer de températures plus vivables. Cette image est très simple, c'est de la thermographie. On se rend bien compte qu'au milieu de la chaussée, on est sur une température moyennement conviviale, 46 degrés. Sur les trottoirs, c'est guère mieux, 40. Et par contre, sur les parties au niveau des arbres, on est sur une température nettement plus supportable. Ce qui veut dire que, une fois qu'on a passé cette image un petit peu simpliste, ce qui veut dire que nous avons des interactions, il existe des interactions entre le changement climatique et la biodiversité. Par exemple, aujourd'hui dans les écoles et dans de très très nombreuses structures urbaines, on est en train de faire un programme de renaturation de la ville pour éviter ces fameux îlots de chaleur. Et donc, il y a assurément une interaction entre ces deux. De même, on le verra plus tard, la biodiversité peut nous aider et peut nous protéger de certains moments de furie de la nature. Alors, je vous ai présenté, dans un hommage à Hubert Reeves, je vous ai présenté le fait que la nature était bien en place avant l'arrivée de l'homme sur la Terre, et une question très simple. Pourquoi la régulation naturelle, qui a fonctionné pendant des millions d'années avant que nous n'arrivions, ne serait plus opérationnelle aujourd'hui, sous prétexte que l'homme, cet animal modeste, très modeste, à peine arrogant, arriverait et déciderait que c'est à lui, homme, de réguler les populations entre elles. Les populations, par exemple, de carnivores par rapport aux populations d'herbivores. Qu'est-ce qui nous permet de penser qu'une régulation naturelle qui a marché, qui continue à marcher dès lors que l'homme se rappelle où est sa place, viendrait subitement à ne plus marcher? Y a-t-il une raison objective à ce que notre simple présence rendrait ce phénomène naturel inopérant? La réponse est évidente, non. Non, parce que cette régulation, et vous avez la courbe sous les yeux, cette régulation, elle part d'un principe tout à fait simple à comprendre. S'il y a trop de prédateurs, les populations de proies vont décliner. Les populations de proies déclinant, le prédateur n'aura plus assez à manger pour sa famille, et la population de prédateurs va à son tour décliner. Donc, ce phénomène de courbe que vous avez sous les yeux marche particulièrement bien. Et c'est à chaque fois que l'homme décide, sous un prétexte parfois assez surréaliste, que c'est lui qui va jouer les régulateurs, que l'on rentre dans des zones à problème. C'est bon? Vous entendez bien? Donc, cette régulation naturelle, c'est quelque chose qui est bien connu, qui marche depuis des millions d'années, et la grande difficulté que nous avons, c'est tout simplement à accepter que moins on s'en occupe, mieux ça marche. Et qu'est-ce qui nous prend? Pourquoi on se donne le droit, à un moment donné, de dire cette espèce, on n'en veut plus? Ah bon? Vous avez des super pouvoirs de pouvoir décider des choses comme ça. On a, et je vais arriver tout de suite sur le loup, on a décidé que le loup n'était pas bienvenu et qu'il lui convenait de
l'éradiquer. Ouais, bonne idée, pourquoi pas. Il y a même un chanteur populaire qui a annoncé que les Égyptiens avaient inventé la 5G et l'électricité à l'époque des pyramides. Alors pourquoi pas dire que éradiquer le loup est une bonne idée? Malheureusement, ce n'est pas une bonne idée. Et l'exemple de la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone aux États-Unis nous a montré plein de choses, plein d'enseignements intéressants, et notamment que le loup a une interaction sur les paysages. Loup, paysage. Est-ce que le conférencier serait pas en train de dérailler, Monsieur le Président? Eh bien non. Le loup est un prédateur. Et quel est l'animal, naturellement, qui va avoir une incidence sur le paysage? Ce sont les herbivores qui vont aller manger telle ou telle partie de la végétation, fragilisant ainsi, si c'est sur des berges, les berges, et donc pouvant créer une modification du paysage. Et la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone a été assez riche d'enseignements, puisque les scientifiques ont pu mesurer que le paysage se stabilisait, les berges n'étaient plus surpâturées par les herbivores, et qu'on arrivait à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, en équilibre. La surpopulation des herbivores, eh bien, elle se régulait, parce que le loup, comme le lion, c'est un secret, ne le répétez pas, il ne faut pas que ça sorte de cette salle. Monsieur le banquier, secret bancaire, ça ne sort pas d'ici. Le loup, le lion sont des feignants. Oui, des feignants. Et ils ont bien raison d'être feignants. C'est-à-dire qu'ils font le moindre effort. Est-ce qu'une lionne, puisqu'en l'occurrence ce sont les lionnes qui vont chercher le repas, est-ce qu'une lionne a intérêt à aller courser un herbivore bien en forme qui va l'épuiser, ou au contraire d'aller chercher pour le repas familial un herbivore à bout de souffle, qui en peut plus, qui peut être malade aussi? La réponse est évidente. La lionne ne s'attaquera pas forcément à un herbivore en pleine bourre. Le loup fait pareil. Le loup mange, prélève, c'est le terme consacré, le loup prélève les animaux, les herbivores les plus faibles. Et ça nous rend bien service. Ça permet d'avoir des populations en forme, d'éliminer, et nous y reviendrons le cas échéant, les animaux malades qui pourraient contaminer d'autres animaux. Donc finalement, la régulation naturelle, ça a plutôt du bon. Arrêtons de penser que nous pouvons faire mieux que la nature. Après vous avoir parlé du loup, je vais vous parler d'un animal beaucoup plus petit, mais qui a le plaisir de faire plein de choses utiles, y compris de nous proposer du miel, les pollinisateurs. Alors, j'ai une question un peu provoque. Oui, Monsieur le Président, vous devriez mieux choisir vos conférenciers. Non seulement il peut m'arriver de perdre les pédales, mais en plus d'avoir un petit côté provoquant. Pourquoi protéger les pollinisateurs puisque la technologie peut les remplacer? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps sur des débats? Les abeilles, faut-il les protéger? J'adore la technologie. J'enseigne dans plein d'écoles d'ingénieurs, à commencer par l'ENSCBP, qui maintenant s'appelle l'ENSMAC, qui est l'école de chimie de Bordeaux. J'adore l'ingénierie, mais dans le cas des pollinisateurs et de la biodiversité, la technologie, j'ai mis un point d'interrogation, est-elle pertinente? Merci. Merci. Je partage votre enthousiasme et je vais vous expliquer.
vous avez le droit, il a eu l'honnêteté de proposer sa réponse, rien ne vous empêche d'avoir un avis différent. Je vais développer pourquoi je partage l'avis de monsieur. La technologie, oui, ça marche. Je l'ai vu, j'étais très très sceptique, je l'ai vu, et les drones pollinisateurs marchent. Là, on est sur une petite fleur, là, on est sur une serre, ça marche. Juste une petite question, quand l'abeille pollinise, vous payez combien? 0. Merci. Et pour faire fonctionner ces jolis petits drones, ça coûte combien? Ça coûte cher. Alors j'ai une question très simple. On a un service rendu par les pollinisateurs à coût 0. On a été très intelligent en supprimant le loup. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du monde, je vous rappelle quand même que la pauvreté, c'était le premier objectif de développement durable à atteindre, est-ce qu'aujourd'hui, l'humanité peut payer des jeunes ingénieurs pour fabriquer ces drones, puis des jeunes pilotes, parce qu'en général, sur les drones, c'est des jeunes, hein. C'est un peu l'extension de leur petit jeu joystick. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'humanité a les moyens financiers de se payer cette réponse technologique à la disparition ou au déclin, tout au moins, des pollinisateurs? Ben non. Donc, si nous n'avons pas la capacité de le financer, c'est donc que la technologie n'est pas une réponse au déclin de la biodiversité, et que plutôt que de fabriquer des jolis drones, parce que l'objet est joli, il est quand même beaucoup plus efficace de continuer à préserver nos abeilles. Je dis abeilles, mais il y a d'autres espèces qui entrent dans la pollinisation. Et donc, c'est vraiment un point important. La technologie ne nous sauvera pas. La technologie nous sauve dans plein de cas. J'adore aujourd'hui, en tant que sportif, les progrès de la médecine, quand on a, comme moi, un petit souci de ménisque, en 2 coups de haute technologie, on vous sort le bout du ménisque qui va pas et vous recourez 3 mois après. C'est fantastique. Donc, mon propos n'est pas de dire point de technologie. La technologie, au bon, adaptée à une situation où elle est pertinente. Donc là, aujourd'hui, sur ces enjeux-là, nous constatons que la technologie n'est pas la réponse, et que par contre, on peut avoir des choses intéressantes pour protéger les pollinisateurs. Le pollinisateur, c'est très simple, hein. Le jour où il n'y a plus de pollinisateurs, il nous resterait à peine quelques jours à vivre. Puisque sans pollinisation, il n'y a plus de production agricole, et sans production agricole, a priori, à part, on m'a dit ça il y a fort longtemps, si on est capable de vivre d'amour et d'eau fraîche. Personnellement, l'amour, j'ai la chance de le vivre au quotidien avec une très charmante ingénieure. L'eau fraîche, oui, mais en Pessac-Léognan, il y a mieux à faire que de l'eau fraîche. Et donc, voilà, plus de pollinisateurs, nous disparaissons dans la foulée. Ok? Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour protéger les pollinisateurs, et il y a même des choses qui peuvent vous paraître contre-intuitives, mais qui marchent bien. Il y a une réflexion par un certain nombre de développeurs d'énergie renouvelable, et si on mettait des espèces mellifères dans les parcs photovoltaïques? C'est une piste. Si nous installions des espèces végétales, mellifères, autour et dans les parcs photovoltaïques. Donc il y a toute une réflexion, et assurément, il existe toujours des solutions. C'est rare qu'il n'y ait qu'une solution. Ok? Donc, technologie, c'est pas la solution, mais parfois, on peut trouver un soutien, par exemple, avec les ENR. Je vois que dans cette salle, nous avons la chance d'une relative parité.
pour se rencontrer, pour former un couple, pour avoir de charmants petits-enfants, des enfants puis des petits-enfants, il faut s'être rencontrés physiquement, puis après un peu plus, d'une façon encore plus intime. Et donc la rencontre, elle est importante. Dans la biodiversité, c'est pareil. À chaque fois que l'homme, dans ses installations, dans ses équipements, crée des barrières, comment voulez-vous que les animaux, comment voulez-vous aussi, d'une certaine façon aussi, les végétaux, puissent se rencontrer, puissent se reproduire? C'est un point que l'on aborde rarement quand on étudie ces enjeux de biodiversité. D'un point de vue concret, ça s'appelle la continuité écologique. Alors c'est un schéma que j'ai pris dans la bibliographie. On peut le commenter ensemble. Donc vous avez en vert des réservoirs de biodiversité et puis en orange des corridors, c'est-à-dire des liens pour qu'il puisse y avoir des interactions entre ces poches de biodiversité. C'est typiquement ce qu'on trouve dans la bibliographie à l'échelle d'une métropole comme la nôtre, d'une région, la Nouvelle-Aquitaine. Imaginez tout simplement l'impact d'un projet, par exemple ferroviaire. Je ne donnerai aucun nom pour ne pas être dans la polémique, mais un projet ferroviaire. Mais forcément, vous allez faire une barrière et la biodiversité aura, quoi que vous fassiez en mesure de compensation, aura beaucoup de mal à se rencontrer. Excusez-moi pour la caméra, je comprends. Donc, la continuité écologique est très importante. On ne peut pas se contenter de dire « Oh ben nous, on ne tue pas d'animaux. » Oui, peut-être, mais vous ne leur permettez pas de se rencontrer, vous ne permettez pas aux populations de rester en équilibre. Donc les infrastructures, et assurément il faut des infrastructures, je ne suis pas venu par les chemins, je suis venu de Léognan jusqu'à vous par une route. Donc le propos n'est pas de dire halte aux infrastructures, mais de bien réfléchir quand on est en charge de l'urbanisme, de quels outils nous disposons. Et il existe un outil fantastique pour assurer la continuité écologique qui en général se traduit beaucoup plus à l'échelle des SCOT, des schémas de cohérence territoriale. Ce sont des outils que l'OFB, l'Office français de la biodiversité, a développés, mais pas que, qui s'appellent les trames vertes et bleues. Et de laisser des trames où, tout simplement, la nature peut continuer à se déplacer et à interagir. Et donc, ces trames vertes, c'est sur l'aspect végétal, bleu sur l'aspect des cours d'eau. Ce à quoi s'ajoute, et je sais que nombre d'administrés vont engueuler leurs élus à ce propos, une trame noire pour permettre à la faune qui a besoin, comme nous, jour-nuit, pour pouvoir s'y retrouver, de pouvoir exister encore. Et la fameuse trame noire, c'est l'extinction des feux de l'éclairage public la nuit. C'est parfois un sujet un petit peu touchy, mais comprenez que si vous êtes un papillon de nuit, si vous êtes une chauve-souris ou tout autre animal, et qu'il y a de la lumière 24 heures sur 24, forcément, vous ne pouvez pas rester sur ce territoire. Donc, les outils pour assurer la continuité écologique existent. Les élus, lorsqu'ils doivent réfléchir à l'aménagement de nos territoires, peuvent trouver cette boîte à outils. Et donc, bien comprendre que le morcellement, c'est quelque chose d'aussi dangereux et pénalisant pour la biodiversité que faire des prélèvements arbitraires, comme ce qu'a décidé par exemple le ministère de l'Environnement, que le renard serait, c'est
il n'y a aucun fondement scientifique, que le renard serait un nuisible. Donc on fait des prélèvements sans se soucier de l'impact sur la biodiversité. Trame. Alors pourquoi j'ai parlé de la trame, des trames vertes et bleues, c'est qu'il faut qu'on comprenne que cet allié, notre allié, la biodiversité, si on comprend ce dont elle a besoin, nous aurons un peu plus de chances de la préserver. Vous avez bien vu que je n'ai donné aucun nom de projet et ouvert aucune polémique, juste que nous comprenions ensemble comment on doit se comporter avec cet allié. J'ai parlé du loup, un animal fantastique. Vous avez aussi le renard, je viens d'en parler à l'instant, et quand le renard prélève un certain nombre d'animaux, et notamment des animaux porteurs de maladies embêtantes, la fameuse maladie de Lyme, on se rend compte que finalement, la santé publique, une seule santé, en bon français, One Health, est un concept très très important à comprendre, tout simplement. Un peu comme le schéma du développement durable, vous avez trois cercles, la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement. Et on se rend compte que si on veut avoir une santé la meilleure possible, il convient d'éviter certaines erreurs pour les cinéphiles, certaines liaisons dangereuses. Et donc, ça, c'est un schéma qui doit faire plaisir à un marathonien. C'est un schéma de l'INRAE. Il faut donner en général ses sources, c'est mieux. Et donc, c'est un schéma, pour ceux qui voudraient aller voir plus en avant cette notion de One Health, c'est un schéma pris sur la page d'accueil du site de l'INRAE et qui nous montre un certain nombre de choses. Si on va rapidement sur un petit animal qui nous ennuie pendant la période estivale, mais comme l'été a duré jusqu'à aujourd'hui, on est encore dedans, notre fameux moustique, le moustique, il est vecteur d'un certain nombre de maladies. Au passage, celle qui tue le plus de gens sur la planète, elle est bien liée à la problématique du moustique, puisqu'il s'agit du paludisme. La première maladie mortelle dans le monde, c'est le paludisme. Et on voit très bien, à travers ce petit schéma de l'INRAE, les maladies infectieuses humaines ont une origine animale, 60%, c'est en haut à gauche de l'image, et vous avez un charmant petit moustique, et il y a des façons intelligentes de travailler ces questions de santé. Alors, dans nos milieux urbains, on coupe l'eau aux moustiques, le message est assez clair, cependant il convient de le rappeler autant que de besoin. Dans les zones tropicales, c'est très très compliqué de supprimer l'eau. Par contre, on peut travailler d'une autre façon par rapport aux populations. La grande pandémie que nous avons vécue sur la Covid-19, quelles que soient les incertitudes sur ce qui s'est passé dans ce fameux labo en Chine, il y a bien dans l'ADN, dans le matériel génétique, une forte présomption d'une interaction un peu douteuse entre la chauve-souris et l'homme. Pour mieux comprendre cette notion de One Health, on peut aussi revenir sur notre petit renard. Le renard va prélever des animaux malades, parce que lui aussi est un feignant, comme beaucoup de prédateurs. Quand on décide de faire la chasse au renard, on laisse se propager des animaux malades qui vont propager, par exemple, certaines maladies. Donc, le respect, la protection de la biodiversité permet d'améliorer la santé des populations. Le schéma est une chose, l'INRAE est une très très belle maison. Si vous voulez comprendre un peu mieux ce concept de One Health, je vous conseille l'excellent film La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin.
et qui est allé chercher, et je trouve que c'est intelligent, qui est allé chercher une actrice que nous connaissons tous pour faire le tour du monde et venir nous permettre de comprendre ces questions de santé et cette relation entre nos façons de nous comporter sur Terre et la santé. Monique Robin, journaliste installée en Nouvelle-Aquitaine, est une femme assez intéressante et qui est toujours d'accord pour venir présenter son film dans quelques circonstances que ce soit. Donc si vraiment un jour vous avez l'occasion, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Je plaisantais sur l'intérêt de mettre une actrice de cinéma bien connue. Je trouve que les scientifiques ont un petit défaut. Ils pensent que le savoir suffit à faire passer les messages. Eh bien non, pas du tout. Le fait de savoir des choses, c'est très bien, de les démontrer, c'est encore mieux, mais à un moment donné, pour donner envie, pour que le public puisse s'approprier ces thèmes, il faut des médiatrices, des médiateurs. Et pourquoi pas prendre une grande actrice de cinéma? Un prof de fac, et j'en suis un, n'est pas forcément toujours le meilleur médiateur. La biodiversité protectrice. Rappelez-vous de notre titre. La biodiversité, une alliée encore méconnue. Encore, c'est-à-dire que d'ici peu, elle sera bien connue. Cette photo, c'est pas mes vacances, puisque je les ai passées sur l'île Grande en Bretagne. C'est pas une photo de mes vacances, c'est une photo de mangrove, dans des zones tropicales bien charmantes, bien agréables. Et la mangrove, outre offrir un spectacle sympa, abriter une grande richesse de biodiversité, a quand même un rôle sacrément protecteur dans les cyclones. La mangrove freine les vents, évite les vagues de submersion, et pourtant, combien d'investisseurs ont très très envie de les raser pour faire un port, pour faire un aéroport, et cette alliée protectrice, parfois, on lui fait du mal. Alors, Monsieur le Président, votre public va encore se poser la question, c'est quoi cette conclusion bizarre? Alors, j'ai conscience que l'image n'est pas forcément terrible. C'est un petit hérisson. Et c'est une clôture qu'on pourrait avoir dans nos jardins. C'est une clôture et dans laquelle on a fait un passage pour permettre au hérisson de rentrer et sortir. Oui, Monsieur le Président, vraiment, choisissez mieux vos conférenciers les prochaines fois, parce que ça, comme conclusion, c'est quand même assez surprenant. On va être un peu plus sérieux dans la conclusion. Je vous rassure tout de suite. D'ailleurs, j'en suis conscient, c'est pour ça que j'ai essayé de décrire l'image. Je crois qu'on peut acheter ce petit outil sur le site d'une association que nous connaissons tous. Si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il faut citer ses sources, je pense que c'est le site de la LPO. Il me semble, hein, mais il m'arrive parfois d'avoir quelques doutes. Donc, je vous rassure, Monsieur le Président, qu'il y aura une vraie conclusion. Mais avant de conclure, par votre conférencier, vous allez m'aider à conclure. Parce que ce que je pense, moi, finalement, n'a pas grande importance. C'est comment vous sentez la chose. Chère Madame, nous sommes en Pessac-Léognan. J'ai une question très indiscrète. Quel est votre vin favori ou le vin que vous avez plaisir à boire? Carbonieux, très bien. En présence d'une élue de Gradignan,
j'aurais choisi quelque chose. Non, je plaisante, je vous taquine. Carbonieux, c'est une belle maison qui fait des petits vins de cantine, hein, des bons petits vins de cantine, oui. Savez-vous que sans la biodiversité, madame ne pourrait pas boire de Carbonieux? Eh bien oui. Quand il y a eu le phylloxéra, ça a été quoi la réponse? La biodiversité. Face au problème du phylloxéra, qui, je vous rappelle, a quand même mis un grand coup à l'économie locale, la solution, puisque nos pieds de vigne étaient sensibles à ce brave petit insecte qui venait piquer, mais la solution, elle était très simple. Aller chercher un porte-greffe en Amérique qui n'était pas sensible au phylloxéra. Et donc, la solution à un certain nombre de problèmes, c'est la biodiversité. Très bon choix pour le Carbonieux, et j'espère que vous êtes convaincus à travers cet exemple du château Carbonieux que la biodiversité est vraiment une alliée. Au cours de ce rapide survol, nous avons pu voir que la biodiversité est une alliée. Alors si c'est une alliée, laissons-la nous apporter ses bienfaits. Laissons-la tranquille. Défendre la biodiversité. On vient de parler d'une chose très concrète. Un petit repas de famille sympa, on veut faire plaisir. Un joli château Carbonieux. Défendre la biodiversité n'est pas réservé aux seuls spécialistes. Nous avons toutes et tous la capacité d'agir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Agir, ça veut dire souvent changer nos pratiques. Nous ne devons pas attendre que tout arrive d'en haut. C'est pas parce que certaines décisions tardent à venir que on n'a pas le droit, nous, de prendre des initiatives. Il y a derrière mon petit passage de Hérisson, je vous ai parlé de la continuité écologique. Et donc, installer des passages pour hérissons, ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans nos jardins, manger mieux, c'est-à-dire manger différemment, sont des actions à notre portée, y compris pour le manger mieux, y compris quand on est pauvre. Manger très mal coûte cher et a en plus le vilain défaut de tuer. Je vous rappelle qu'il y a 35 000 morts par an en France par excès de sel. Et le sel, c'est dans les plats low cost qu'on achète en grande surface, qu'on le consomme le plus souvent. Et puis enfin, je vous ai dit, il ne faut pas tout attendre d'en haut. Mais nous, dans nos pratiques et dans nos agacements quotidiens, il faut aussi donner le message aux élus que nous sommes prêts, nous sommes disposés à changer un petit peu nos façons de voir. Un élu très célèbre bordelais, qui a succédé à un certain Jacques Chaban-Delmas, s'est fait copieusement remonter les bretelles parce qu'il avait osé, vous allez vous rendre compte de l'horreur de ce monsieur Alain Juppé, il avait osé arrêter le désherbant dans les cimetières de la ville. Et il s'est fait sévèrement remonter les bretelles par un certain nombre d'administrés. Soyons sérieux, montrons aux élus qu'on est capable d'accepter un certain nombre de changements et tout ira mieux. Merci pour votre attention. Il s'agissait d'un survol et soyez-en assurés. Si vous voulez des précisions, je vous en donnerai. J'ai parlé de l'Office français de la biodiversité, on a parlé de la LPO, et assurément pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il sera aisé de vous donner quelques pistes. Voilà. Donc comme la première question dans la partie échange est souvent la plus difficile, je vous propose, mais ce n'est qu'une proposition, je vous propose de passer directement à la deuxième question. Parce que la première, elle est très difficile. Bon, déjà...